y a des gens qui veulent vous voir échouer, décevez-les. Ces mots résonnent particulièrement fort quand on a dépassé la quarantaine, n'est-ce pas? À cet âge, nous avons accumulé suffisamment d'expérience pour comprendre une vérité fondamentale. Le respect ne se quémande pas, il se conquiert. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Thomas, 52 ans, directeur d'une entreprise familiale. Pendant des années, Thomas a cru que le respect viendrait automatiquement avec l'âge, l'expérience, le poste. Il s'est trompé. Un jour, lors d'une réunion cruciale, il a réalisé que ses collaborateurs l'écoutaient par obligation, pas par respect. Ses enfants adultes évitaient ses conseils. Sa femme soupirait quand il parlait de ses journées. Thomas avait tout, sauf ce qu'il désirait le plus, le respect authentique. C'est alors qu'il a découvert Carl Jung et ses enseignements révolutionnaires. Carl Jung, le grand psychanalyste suisse, nous a légué une sagesse profonde. Tant que vous n'aurez pas rendu votre inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. Thomas a compris que son problème n'était pas externe, mais interne. Il ne manquait pas de compétences ou d'autorité, il manquait de conscience de soi. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 7 habitudes psychologiques qui ont transformé Thomas et qui peuvent transformer votre relation au respect social. Car voyez-vous, après 40 ans, nous ne jouons plus dans la cour de récréation. Nous évoluons dans un monde où la superficialité s'efface devant la profondeur, où l'apparence cède le pas à l'essence. Le respect que nous cherchons n'est plus celui de l'adolescent qui veut être populaire, mais celui de l'adulte mature qui comprend sa valeur intrinsèque et sait la communiquer avec élégance. Jung nous enseigne que chaque être humain porte en lui des archétypes universels, des patterns de comportement qui, une fois conscientisés, deviennent des outils puissants d'influence et de respect. Ces 7 habitudes ne sont pas des techniques de manipulation, mais des voies d'authenticité profonde. Elles s'appuient sur 40 années de recherche en psychologie analytique et sur des milliers de témoignages de personnes qui, comme Thomas, ont transformé leur rapport au monde et aux autres. Vous vous demandez peut-être pourquoi il faut attendre la quarantaine pour développer ces habitudes. Jung lui-même a répondu à cette question. La vie commence vraiment à 40 ans, et jusqu'à ce moment-là, on ne fait que de la recherche. Avant 40 ans, nous construisons notre personnalité sociale, notre masque, ce que Jung appelle la persona. Après 40 ans, nous avons la maturité nécessaire pour aller au-delà de ce masque et découvrir notre véritable personnalité. Habitude 1. L'écoute active consciente, 6 minutes. Jung disait « L'âme a besoin de votre insouciance et non de votre sagesse ». Paradoxal? Pas du tout. La première habitude du respect social, c'est l'écoute active consciente. Cette capacité à écouter, non pas pour répondre, mais pour comprendre l'âme de l'autre. Revenons à Thomas. Avant sa transformation, il écoutait comme un juge. Il attendait que l'autre finisse de parler pour donner son verdict, son conseil, sa solution. Il pensait que sa valeur résidait dans sa capacité à résoudre les problèmes des autres, erreur monumentale. Lors d'une formation basée sur les principes jungiens, Thomas a appris que l'écoute véritable est un art en 3 dimensions. La première dimension, c'est l'écoute du contenu. Que dit la personne? Mais cette dimension, nous la maîtrisons tous. La deuxième dimension, c'est l'écoute du processus. Comment la personne dit-elle ce qu'elle dit? Quelle émotion transparaît? Quel rythme? Quelle énergie? Cette dimension nécessite déjà plus de finesse. Mais la troisième dimension, celle qui génère le respect profond, c'est l'écoute de l'âme. Qu'est-ce que cette personne ne peut pas dire mais a désespérément besoin d'exprimer?
Jung appelait cela écouter l'ombre de l'autre, cette partie cachée, qui contient souvent les besoins les plus profonds. Thomas a commencé à pratiquer cette écoute à 3 dimensions avec sa fille Charlotte, 25 ans, qui venait de rompre avec son copain. Avant, il aurait dit « Ne t'inquiète pas, tu trouveras quelqu'un de mieux ». Cette fois, il a écouté différemment. Au niveau du contenu, Charlotte parlait de sa rupture. Au niveau du processus, sa voix tremblait de colère et de tristesse mélangées. Mais au niveau de l'âme, Thomas a perçu autre chose, une peur profonde de ne pas être digne d'amour. Au lieu de donner des conseils, Thomas a dit « Charlotte, j'entends que cette rupture te fait douter de ta valeur. Est-ce que je me trompe ?» Charlotte a fondu en larmes et s'est confiée comme jamais auparavant. Pour la première fois depuis des années, elle avait senti que son père la comprenait vraiment. Cette technique transforme radicalement vos relations. Quand vous écoutez l'âme de quelqu'un, cette personne se sent vue, comprise, respectée. En retour, elle vous accorde un respect profond et authentique. Jung expliquait que nous respectons instinctivement ceux qui voient en nous ce que nous-mêmes avons du mal à voir. L'écoute active consciente nécessite 3 pratiques concrètes. Première pratique, le contact visuel bienveillant. Ne fixez pas la personne comme un prédateur, mais regardez-la comme un jardinier observe ses plantes avec curiosité et bienveillance. Deuxième pratique, la reformulation émotionnelle. Au lieu de dire « j'ai compris », dites « si je comprends bien, vous ressentez ». Troisième pratique, le silence fécond. Après que la personne a parlé, comptez mentalement jusqu'à 3 avant de répondre. Ce silence permet à des éléments plus profonds d'émerger. Thomas a découvert que cette habitude ne fonctionne que si elle vient d'une intention pure, comprendre l'autre plutôt que l'impressionner. Jung nous met en garde contre l'écoute manipulatrice qui vise à obtenir quelque chose. L'écoute authentique part du principe que comprendre l'autre vous enrichit vous-même. Voici un exercice pratique que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. La prochaine fois que quelqu'un vous parle d'un problème, posez-vous cette question jungienne. Quelle part de moi-même cette personne reflète-t-elle ? Jung enseignait que nous attirons dans nos vies les personnes qui portent des aspects de notre propre psyché. Écouter l'autre devient alors un moyen de mieux se connaître soi-même. Habitude 2. La matrice de l'ombre émotionnelle. 7 minutes. Contrôlez votre colère, car elle n'est qu'à une lettre du danger. Cette sagesse prend tout son sens quand on comprend le concept jungien de l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous refusons de voir, d'accepter, d'intégrer. Jung nous enseigne. L'homme qui n'a pas traversé l'enfer de ses passions ne les a jamais vaincus. À 40 ans et plus, nous avons tous notre enfer personnel. La différence entre ceux qui sont respectés et les autres, ils ont appris à danser avec leur ombre au lieu de la combattre. Laissez-moi vous parler de Philippe, 52 ans, chef d'équipe dans une grande entreprise de construction. Philippe était respecté pour sa compétence technique, mais redouté pour ses colères explosives. En réunion, quand quelque chose ne se passait pas comme prévu, Philippe devenait rouge, haussait la voix, parfois même frappait sur la table. Ses collaborateurs l'évitaient, ses supérieurs le toléraient, mais ne le promouvaient pas. Un jour, après une énième explosion, sa fille de 15 ans lui a dit « Papa, tu fais peur aux gens, même à moi parfois. » Cette phrase a été comme un coup de poing dans l'estomac de Philippe. Il a réalisé qu'il était en train de reproduire le modèle de son propre père, un homme dur qu'il avait promis de ne jamais devenir. C'est alors que Philippe a découvert la psychologie jungienne et le concept d'ombre. Jung définit l'ombre comme l'ensemble des aspects de notre personnalité que nous jugeons inacceptables
et que nous refoulons dans l'inconscient. Mais ces aspects refoulés ne disparaissent pas. Ils cherchent à s'exprimer d'une manière ou d'une autre, souvent de façon destructrice. Philippe a compris que sa colère était l'expression de son ombre, mais au lieu de la condamner ou de tenter de la supprimer, il a appris à l'explorer. Qu'est-ce que cette colère révélait de lui? D'où venait-elle? Que cherchait-elle à protéger? Avec l'aide d'un thérapeute jungien, Philippe a découvert que sa colère était en réalité de la peur déguisée. Peur de l'échec, peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur des attentes. Cette peur, il l'avait héritée de son père, qui lui-même l'avait héritée du sien. Philippe était pris dans un pattern transgénérationnel. La maîtrise de l'ombre, selon Jung, ne consiste pas à éliminer les émotions difficiles, mais à les comprendre, les accepter et les transformer. Philippe a appris une technique que j'appelle la danse avec l'ombre en 4 étapes. Première étape, la reconnaissance. Quand Philippe sentait la colère monter, au lieu de lutter contre elle ou de la laisser exploser, il se disait « Tiens, voilà mon ombre qui se manifeste, qu'est-ce qu'elle veut me dire ?» Cette simple reconnaissance transformait déjà l'énergie destructrice en curiosité constructive. Deuxième étape, l'exploration. Philippe se demandait « Qu'est-ce qui, dans cette situation, déclenche ma peur? Quel besoin profond n'est pas satisfait ?» Souvent, il découvrait que sa colère exprimait un besoin de sécurité, de contrôle, de reconnaissance. Troisième étape, l'expression consciente. Au lieu d'exploser, Philippe apprenait à dire « Cette situation me préoccupe parce que… » ou « J'ai besoin de comprendre pourquoi ». Cette expression consciente permettait à son équipe de comprendre ses préoccupations réelles plutôt que de subir sa colère. Quatrième étape, la transformation. Philippe utilisait l'énergie de sa colère pour chercher des solutions créatives. La passion qui alimentait sa colère devenait la passion qui alimentait sa recherche de solutions. Cette transformation n'a pas été immédiate. Cela a pris à Philippe plusieurs mois de pratique quotidienne. Mais les résultats ont été spectaculaires. Ses collaborateurs ont commencé à venir le voir spontanément pour lui demander conseil. Ils n'avaient plus peur de lui, ils le respectaient pour sa capacité à transformer ses émotions en leadership constructif. Jung disait « Ce que vous résistez persiste, ce que vous acceptez se transforme ». Philippe a découvert que son ombre, une fois acceptée et intégrée, devenait une source de force et de charisme. Sa passion, canalisée, inspirait son équipe au lieu de l'intimider. Voici un exercice pratique pour commencer à travailler avec votre propre ombre. La prochaine fois que vous ressentez une émotion intense et dérangeante, au lieu de la juger ou de la refouler, posez-vous ces 3 questions jungiennes. Quelle partie de moi cette émotion exprime-t-elle? Quel besoin légitime cherche-t-elle à satisfaire? Et comment puis-je honorer ce besoin d'une manière constructive? Cette pratique transforme progressivement vos réactions émotionnelles en réponses conscientes, générant respect et admiration de la part de votre entourage. Habitude 3. L'art des questions ouvertes profondes, 6 minutes. La connaissance ne repose pas seulement sur la vérité, mais aussi sur l'erreur. Cette sagesse jungienne nous invite à poser des questions qui ouvrent l'âme plutôt que des questions qui ferment le dialogue. À notre âge, nous avons tendance à vouloir donner des conseils, partager notre expérience, démontrer notre sagesse. C'est une erreur fondamentale. Le respect naît quand nous permettons aux autres de découvrir leur propre vérité plutôt que quand nous leur imposons les nôtres. Permettez-moi de vous parler de Claire, 48 ans, manager dans une entreprise de conseil. Claire était brillante, expérimentée, efficace, mais elle avait un problème. Ses collaborateurs
la fuyaient. Quand ils venaient la voir avec un problème, Claire leur donnait immédiatement la solution. Résultat, ils repartaient avec une réponse, mais sans avoir grandi. Ils devenaient dépendants de ces solutions au lieu de développer leur propre capacité de réflexion. Un jour, Claire a assisté à une conférence sur la psychologie jungienne. Elle y a appris que Jung ne donnait jamais de conseils directs à ses patients. Il posait des questions qui les amenaient à découvrir leurs propres réponses. Cette approche, Jung l'appelait la maïeutique psychologique, en référence à Socrate qui accouchait les esprits de leur propre vérité. Claire a décidé d'expérimenter cette approche. La semaine suivante, Marc, un de ses collaborateurs, est venu la voir avec un problème complexe de gestion d'équipe. Habituellement, Claire aurait dit « Voici ce que tu dois faire ». Cette fois, elle a demandé « Marc, si tu étais à ma place, comment aborderais-tu cette situation ?» Marc a été surpris par la question. Il a réfléchi quelques secondes, puis a commencé à explorer différentes pistes. Claire l'a accompagné avec d'autres questions. Qu'est-ce que cette situation révèle des dynamiques de ton équipe? Quelle serait l'approche qui correspondrait le mieux à tes valeurs? Si tu réussissais parfaitement à résoudre ce problème, à quoi ressemblerait le résultat? Au bout de 20 minutes, Marc avait trouvé sa propre solution. Mais plus importante encore, il avait développé sa capacité de réflexion stratégique. Il est reparti du bureau de Claire non seulement avec une solution, mais avec un processus qu'il pourrait réutiliser face à d'autres défis. Jung distinguait 5 types de questions qui permettent d'explorer les profondeurs de la psyché humaine. Premièrement, les questions d'exploration. Qu'est-ce que cette situation révèle de vous? Quelles émotions cette expérience fait-elle naître en vous? Ces questions permettent à la personne de prendre conscience de ses réactions et de ses patterns. Deuxièmement, les questions de sens. Quelle signification donnez-vous à cette expérience? En quoi cette situation s'inscrit-elle dans votre parcours de vie? Ces questions aident la personne à transformer ses expériences en apprentissage. Troisièmement, les questions de projection. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Comment quelqu'un que vous admirez aborderait-il cette situation? Ces questions permettent à la personne d'accéder à sa propre sagesse en la projetant sur d'autres. Quatrièmement, les questions d'intégration. Comment cette réflexion s'intègre-t-elle dans votre vision globale? Qu'est-ce que cette prise de conscience change dans votre approche? Ces questions aident la personne à transformer ses insights en changements concrets. Cinquièmement, les questions d'ombre. Qu'est-ce que cette situation vous fait éviter de regarder en vous? Quelle part de vous-même cette expérience révèle-t-elle? Ces questions, plus avancées, permettent d'explorer les aspects inconscients de la personnalité. Claire a progressivement intégré ces différents types de questions dans ses interactions. Elle a découvert que poser les bonnes questions nécessite une qualité particulière, la patience. Jung disait « En chacun de nous, il y en a un autre que nous ne connaissons pas. Découvrir cet autre prend du temps. Il faut résister à l'impulsion de donner des réponses rapides. Le respect que Claire a gagné grâce à cette approche est différent du respect qu'elle avait auparavant. Avant, on la respectait pour ses solutions. Maintenant, on la respecte pour sa capacité à révéler le potentiel des autres. Ses collaborateurs ne viennent plus la voir pour qu'elle résolve leurs problèmes. Ils viennent pour qu'elle les aide à développer leur propre capacité de résolution. Cette transformation a eu un impact profond sur la culture de son équipe. Au lieu d'être dépendants d'elle, ses collaborateurs sont devenus plus autonomes, plus créatifs, plus confiants, et paradoxalement, ils la respectent et l'apprécient plus qu'avant. Voici un exercice pratique pour développer cette habitude.
Cette semaine, chaque fois que quelqu'un vient vous demander conseil, résistez à l'impulsion de donner immédiatement votre réponse. Posez d'abord une question d'exploration. Comment voyez-vous cette situation? Ou qu'est-ce que vous avez déjà essayé? Puis une question de projection. Si cette situation était un défi envoyé pour vous faire grandir, quelles leçons pourrait-elle contenir? Observez comment cette approche transforme la qualité de vos interactions et le respect qu'on vous porte. Habitude 4. La fixation de limites conscientes. 6 minutes. Apprenez à dire non sans vous justifier. À 40 ans passés, cette phrase résonne différemment qu'à 20 ans. Nous avons enfin compris que dire oui à tout, c'est dire non à soi-même. Et Jung nous enseigne une vérité plus profonde encore. Toute forme de dépendance est mauvaise, que le narcotique soit l'alcool, la morphine ou l'idéalisme. L'idéalisme de vouloir plaire à tout le monde est une drogue particulièrement toxique pour le respect de soi et des autres. Laissez-moi vous parler de l'histoire de Martine, 46 ans, directrice des ressources humaines dans une grande entreprise. Martine était la personne vers qui tout le monde se tournait. Problème personnel, Martine était là. Urgence professionnelle, Martine acceptait. Projet de dernière minute, Martine disait oui. Elle travaillait 70 heures par semaine, était disponible 24 heures sur 24, répondait aux emails même en vacances. Martine pensait que cette disponibilité totale lui apporterait respect et reconnaissance. Elle se trompait. Ses collègues la voyaient comme une éponge émotionnelle, quelqu'un sur qui ils pouvaient déverser leurs problèmes sans contrepartie. Ses supérieurs la considéraient comme acquise, ne lui donnaient jamais d'augmentation significative parce qu'ils savaient qu'elle accepterait tout. Sa famille la respectait moins parce qu'elle était toujours fatiguée, stressée, indisponible émotionnellement. Le déclic s'est produit lors d'une réunion où un collègue lui a dit « Martine s'occupera de ça, elle dit toujours oui ». Cette phrase, dite sur un ton désinvolte, l'a blessée profondément. Elle a réalisé qu'elle était perçue non pas comme une personne généreuse et dévouée, mais comme quelqu'un sans limite, donc sans valeur. C'est alors que Martine a découvert le concept jungien d'individuation. Jung expliquait que devenir un individu authentique nécessite de définir ses propres limites, ses propres valeurs, ses propres priorités. Une personne sans limite n'est pas généreuse, elle est floue, et on ne peut pas respecter quelqu'un de flou. Martine a commencé un travail thérapeutique pour comprendre pourquoi elle avait tant de mal à dire non. Elle a découvert que son incapacité à poser des limites venait d'une croyance profonde. Si je dis non, les gens ne m'aimeront plus. Cette croyance, elle l'avait développée dans l'enfance avec une mère qui lui retirait son affection quand elle n'était pas assez complaisante. Jung enseignait que nos patterns adultes sont souvent des répétitions de nos dynamiques infantiles. Martine répétait avec ses collègues la même dynamique qu'avec sa mère. Sacrifier ses besoins pour maintenir l'approbation des autres. Mais cette stratégie, qui avait peu être fonctionné dans l'enfance, était devenue toxique à l'âge adulte. Martine a appris à fixer des limites en 3 étapes. Première étape, identifier ses valeurs profondes. Qu'est-ce qui était vraiment important pour elle? Sa famille, sa santé, son développement professionnel, sa créativité. Deuxième étape, évaluer chaque demande par rapport à ses valeurs. Cette demande sert-elle ses priorités ou les dessert-elle? Troisième étape, communiquer ses limites avec bienveillance, mais fermeté. La première fois que Martine a dit non, elle tremblait. Un collègue lui demandait de prendre en charge un projet qui l'aurait obligé à travailler tout le week-end. Avant, elle aurait dit oui automatiquement. Cette fois, elle a répondu
Je comprends l'urgence de ce projet, mais je ne peux pas m'en occuper ce week-end. Je peux soit le traiter lundi matin en priorité, soit vous aider à trouver quelqu'un d'autre. » La réaction du collègue l'a surprise. Il n'était ni fâché, ni déçu. Il lui a simplement dit « Pas de problème, on trouvera une solution. » Martine a réalisé que sa peur du rejet était largement fantasmée. Au fil des semaines, Martine a développé ce qu'elle appelait son répertoire de non constructifs. Au lieu de dire simplement non, elle proposait des alternatives. Je ne peux pas faire cela maintenant, mais voici ce que je peux faire. Ou, ce n'est pas dans mes priorités actuelles, mais je connais quelqu'un qui serait parfait pour cela. Cette approche a transformé la perception qu'avaient les autres de Martine. Au lieu de la voir comme quelqu'un de faible, qui cède à toutes les pressions, ils l'ont perçue comme quelqu'un de fort, qui gère consciemment son temps et son énergie. Paradoxalement, en disant plus souvent non, Martine a gagné plus de respect. Jung expliquait que fixer des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de clarté. Quand vous êtes clair sur vos limites, les autres savent à quoi s'attendre. Cette prévisibilité génère confiance et respect. À l'inverse, quelqu'un sans limite claire crée de l'anxiété chez les autres parce qu'ils ne savent jamais jusqu'où ils peuvent aller. Martine a découvert 3 types de limites essentielles. Les limites temporelles. Mon temps a de la valeur, je le gère consciemment. Elle a commencé à planifier ses journées en bloc, réservant du temps pour ses priorités avant d'accepter les demandes des autres. Les limites émotionnelles. Je ne porte pas les émotions des autres. Elle a appris à écouter avec empathie sans absorber les problèmes de chacun. Les limites énergétiques. Je préserve mon énergie pour ce qui compte vraiment. Elle a identifié les activités qui la dynamisaient et celles qui l'épuisaient, ajustant son emploi du temps en conséquence. La transformation la plus profonde s'est produite dans sa relation avec sa famille. Ses enfants, qui l'avaient toujours vue stressée et débordée, ont commencé à la respecter différemment quand elle est devenue plus présente et plus sereine. Son mari a redécouvert la femme qu'il avait épousée, celle qui avait des opinions, des désirs, des limites. Voici un exercice pratique pour commencer à fixer vos propres limites. Cette semaine, identifiez 3 domaines où vous dites oui alors que vous devriez dire non. Pour chacun, réfléchissez à une alternative constructive que vous pourriez proposer. Puis, la prochaine fois qu'une demande similaire se présente, utilisez cette formule. Je ne peux pas faire X, mais je peux faire Y. Observez comment cette approche change non seulement votre niveau de stress, mais aussi le respect qu'on vous porte. Habitude 5. La concentration sur l'amélioration personnelle, 5 minutes. Concentrez-vous sur l'amélioration et non sur la démonstration. Cette distinction jungienne est cruciale pour comprendre le respect authentique. À notre âge, nous avons dépassé le stade de la démonstration adolescente. Nous entrons dans l'ère de l'amélioration continue. Jung disait « Plus j'en apprends sur les choses, plus je réalise à quel point je me trompais auparavant. » Cette humilité intellectuelle, loin d'être une faiblesse, devient une force magnétique qui attire le respect. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Bernard, 54 ans, expert comptable associé dans un cabinet prestigieux. Bernard était reconnu pour son expertise technique. Il connaissait la fiscalité sur le bout des doigts, maîtrisait tous les logiciels, pouvait résoudre les problèmes les plus complexes. Mais il avait un défaut majeur. Il croyait tout savoir. Quand un collègue proposait une nouvelle approche, Bernard répondait « J'ai déjà essayé ça, ça ne marche pas ». Quand un client suggérait une idée, Bernard l'interrompait pour expliquer pourquoi c'était impossible. Cette attitude, Bernard l'avait développée par insécurité.
Dans sa famille d'origine, il fallait toujours avoir raison pour être respecté. Montrer qu'on ne savait pas quelque chose était perçu comme une faiblesse. Bernard avait transposé cette dynamique dans sa vie professionnelle, mais cette stratégie, qui avait peu être fonctionné au début de sa carrière, commençait à lui nuire. Ses collègues l'évitaient parce qu'il se sentait jugé. Ses clients le respectaient pour sa compétence technique, mais ne l'appréciaient pas humainement. Bernard était compétent, mais pas charismatique. Le déclic s'est produit lors d'une formation sur les nouvelles technologies financières. Le formateur, un jeune homme de 30 ans, présentait des outils que Bernard ne connaissait pas. Au lieu d'écouter, Bernard a passé la journée à critiquer, à expliquer pourquoi les anciennes méthodes étaient meilleures. À la fin, plusieurs participants ont fait des commentaires négatifs sur son attitude. Bernard a eu un moment de lucidité. Il s'est rendu compte qu'il était devenu ce qu'il détestait dans sa jeunesse, un expert fermé, incapable d'apprendre. Cette prise de conscience l'a amené à découvrir Jung et le concept d'individuation continue. Jung enseignait que la croissance personnelle ne s'arrête jamais. À chaque étape de la vie, nous avons de nouveaux défis, de nouvelles leçons à apprendre, de nouveaux aspects de nous-mêmes à découvrir. Bernard a compris qu'il avait arrêté de grandir le jour où il avait commencé à croire qu'il savait tout. Bernard a développé ce qu'il appelait sa mentalité d'étudiant permanent. Il a commencé à aborder chaque situation avec curiosité plutôt qu'avec certitude. Au lieu de dire « je sais », il disait « je ne savais pas, c'est intéressant, pouvez-vous m'en dire plus ?» Cette transformation n'a pas été facile. Bernard devait lutter contre des décennies d'habitude, mais les résultats ont été spectaculaires. Ses collègues ont commencé à chercher sa compagnie parce qu'il les faisait se sentir intelligents au lieu de les faire se sentir ignorants. Ses clients appréciaient sa capacité à apprendre de leurs expériences sectorielles. Bernard a découvert 4 piliers de l'amélioration consciente. Premier pilier, la curiosité perpétuelle. Au lieu de se demander « Comment puis-je montrer ce que je sais ?», il se demandait « Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre ?» Cette simple reformulation transformait chaque interaction en opportunité d'apprentissage. Deuxième pilier, l'humilité active. Bernard a appris à dire « Je ne sais pas » sans honte. Plus surprenant encore, il a découvert que cette phrase, loin de diminuer son autorité, l'augmentait. Les gens respectent ceux qui sont assez sûrs d'eux pour admettre leurs limites. Troisième pilier, la croissance visible. Bernard partageait ouvertement ses apprentissages. En réunion, il disait « J'ai découvert une nouvelle approche qui pourrait nous intéresser » ou « J'ai fait une erreur la semaine dernière qui m'a appris quelque chose d'important ». Cette transparence créait un environnement où l'apprentissage était valorisé plutôt que jugé. Quatrième pilier, le partage généreux. Bernard utilisait ses nouvelles connaissances pour faire grandir les autres. Au lieu de garder ses découvertes pour lui, il les partageait avec générosité. Cette attitude transformait la compétition en collaboration. La transformation la plus profonde s'est produite dans la relation de Bernard avec l'échec. Avant, l'échec était quelque chose à cacher, à nier, à éviter. Maintenant, l'échec était devenu son professeur le plus précieux. Jung disait « La connaissance ne repose pas seulement sur la vérité, mais aussi sur l'erreur. » Bernard a appris à voir ses erreurs comme des données précieuses plutôt que comme des hontes à dissimuler. Un jour, Bernard a commis une erreur de calcul qui a coûté plusieurs milliers d'euros à un client. Au lieu de chercher des excuses ou de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, il a appelé le client et lui a dit « J'ai fait une erreur.
Voici exactement ce qui s'est passé, voici comment nous allons la corriger, et voici ce que j'ai mis en place pour éviter que cela se reproduise. Le client a été tellement impressionné par cette honnêteté qu'il a recommandé Bernard à 3 autres entreprises. Cette approche de l'amélioration continue a transformé l'image de Bernard. Ses collègues, qui le voyaient auparavant comme arrogant et fermé, le perçoivent maintenant comme sage et accessible. Ses clients le respectent non seulement pour sa compétence technique, mais aussi pour sa capacité d'adaptation et d'évolution. Voici un exercice pratique que vous pouvez commencer immédiatement. Tenez un journal hebdomadaire de croissance. Chaque vendredi, notez 4 éléments. Une chose que j'ai apprise cette semaine qui a changé ma perspective. Une erreur que j'ai faite et ce qu'elle m'a enseigné. Une compétence que je développe actuellement et mes progrès. Une façon dont j'ai aidé quelqu'un d'autre à grandir. Cette pratique vous maintient dans une dynamique d'amélioration continue qui génère respect et admiration. Habitude, si, l'acceptation de la réalité avec sagesse, 6 minutes, accepter la réalité que la vie ne sera pas facile, il faut être fort. Jung va plus loin. Nous ne pouvons rien changer tant que nous ne l'acceptons pas. À 40 ans et plus, nous avons accumulé suffisamment de déceptions, d'échecs, de pertes pour comprendre cette vérité fondamentale. Le respect naît de notre capacité à accepter la réalité sans nous y résigner, à être fort sans être dur. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'Alain, 55 ans, qui a perdu son emploi de directeur commercial après 23 ans dans la même entreprise. La restructuration était brutale, inattendue, injuste selon lui. Alain avait toujours été un travailleur exemplaire, loyal, dévoué. Il s'est senti trahi, abandonné, humilié. Les premiers mois, Alain a réagi comme beaucoup d'entre nous l'auraient fait. Il était en colère contre son ancien employeur, amer envers ses ex-collègues qui avaient gardé leur poste, résigné face à un marché du travail qu'il jugeait hostile aux quinquagénaires. Il passait ses journées à ruminer, à critiquer, à s'apitoyer sur son sort. Cette attitude, compréhensible humainement, sabotait pourtant ses efforts de recherche d'emploi. En entretien, malgré ses efforts pour rester professionnel, son amertume transparaissait. Les recruteurs percevaient son énergie négative et préféraient des candidats plus sereins. Alain était pris dans un cercle vicieux. Plus il était rejeté, plus il devenait amer, plus il était amer, plus il était rejeté. Le déclic s'est produit lors d'une conversation avec sa fille de 28 ans, psychologue de formation. Elle lui a dit « Papa, je comprends ta colère, elle est légitime, mais à force de regarder en arrière avec amertume, tu passes à côté des opportunités qui sont devant toi. » Cette phrase a résonné en Alain comme un réveil. C'est alors qu'Alain a découvert la philosophie jungienne de l'acceptation créatrice. Jung distinguait 2 types d'acceptation, l'acceptation passive, qui mène à la résignation, et l'acceptation active, qui mène à la transformation. L'acceptation passive dit « c'est comme ça, je ne peux rien y faire ». L'acceptation active dit « c'est comme ça, que puis-je faire avec cette réalité ?» Alain a commencé un travail d'acceptation en 3 phases. Première phase, accepter les faits. Il a cessé de nier ou de minimiser sa situation. Oui, il avait perdu son emploi. Oui, retrouver un poste à son âge serait difficile. Oui, il devrait être accepté un salaire moindre ou un poste différent. Cette acceptation factuelle a libéré l'énergie qu'il gaspillait dans le déni. Deuxième phase, accepter ses émotions.
Au lieu de juger sa colère et sa tristesse comme des faiblesses, Alain les a acceptées comme des réactions normales à une situation difficile. Jung enseignait que les émotions sont des messagers. La colère signalait que ses valeurs avaient été bafouées, la tristesse signalait qu'il avait perdu quelque chose d'important. En écoutant ces messages, Alain a pu clarifier ce qu'il cherchait vraiment dans son prochain emploi. Troisième phase. Accepter l'opportunité cachée. Jung disait, ce sera difficile, mais difficile n'est pas impossible. Alain a commencé à se demander, si cette épreuve était un cadeau déguisé, quel serait ce cadeau? Cette question, d'abord révoltante, est devenue progressivement éclairante. Alain a réalisé que son ancien emploi, bien que sécurisant, l'avait enfermé dans une routine. Il n'avait pas pris de risques depuis des années, n'avait pas développé de nouvelles compétences, n'avait pas exploré d'autres secteurs. Cette perte d'emploi, malgré sa douleur, lui offrait une liberté qu'il n'avait pas eue depuis sa jeunesse, celle de réinventer sa carrière. Avec cette nouvelle perspective, Alain a transformé sa recherche d'emploi. Au lieu de chercher à retrouver exactement le même poste, il s'est demandé « Qu'est-ce que j'ai toujours eu envie de faire ?» Il avait toujours été passionné par la formation et le développement des équipes commerciales. Il a décidé de se former au coaching professionnel. Cette démarche a transformé son énergie. En entretien, au lieu de parler de sa perte d'emploi avec amertume, Alain parlait de sa reconversion avec passion. Les recruteurs percevaient un homme qui avait transformé une épreuve en opportunité. Plusieurs lui ont dit qu'ils admiraient sa capacité de rebond. Alain a fini par créer sa propre société de conseil en développement commercial. Aujourd'hui, il gagne mieux sa vie qu'avant et surtout, il se lève chaque matin avec enthousiasme. Il dit souvent « Perdre mon emploi a été l'une des meilleures choses qui me soit arrivée, même si je ne l'ai compris qu'après coup. » Cette histoire illustre le paradoxe de l'acceptation jungienne. Plus nous acceptons ce qui est, plus nous avons de pouvoir pour le transformer. L'acceptation n'est pas passive, elle est la première étape de toute transformation authentique. Jung identifiait 3 niveaux de réalité à accepter. Le niveau factuel, les circonstances objectives de notre vie, le niveau émotionnel, nos réactions à ces circonstances, le niveau existentiel, le sens que nous donnons à ces expériences. L'acceptation complète intègre ces 3 niveaux. Voici un exercice pratique inspiré de la méthode jungienne. Identifiez une situation difficile que vous vivez actuellement. Posez-vous ces 3 questions d'acceptation. Quels sont les faits objectifs de cette situation, sans jugement ni interprétation? Quelle émotion cette situation génère-t-elle en moi? Et comment puis-je les honorer? Si cette épreuve était un enseignant, quelle leçon essaierait-elle de me transmettre? Cette triple acceptation transforme l'énergie de résistance en énergie de création. Habitude 7. L'authenticité sans masque. 7 minutes. Les fausses personnes ont une image à entretenir. Les vraies personnes s'en fichent. Jung va plus loin. Le privilège d'une vie est de devenir ce que l'on est vraiment. À notre âge, nous avons enfin la permission d'être nous-mêmes. Fini les masques de la jeunesse. Fini les rôles imposés par les autres. L'authenticité devient notre signature sociale la plus puissante. Laissez-moi vous parler de Sylvie, 51 ans, directrice marketing dans une grande entreprise de cosmétiques. Pendant des années, Sylvie a joué un personnage. Au bureau, elle était la femme d'affaires impeccable. Tailleur strict, maquillage parfait, sourire commercial permanent. En réunion, elle disait toujours ce que les autres voulaient entendre. Avec ses clients, elle adoptait leur ton.
leurs opinions, leurs préférences. Cette stratégie d'adaptation constante avait bien fonctionné au début de sa carrière. Sylvie était appréciée, promue, respectée. Mais au fil des années, quelque chose s'est érodé en elle. Elle ne savait plus qui elle était vraiment. Le matin, en se préparant pour le bureau, elle avait l'impression d'enfiler un costume d'actrice. Elle était devenue experte dans l'art de plaire, mais novice dans l'art d'être. Le point de rupture s'est produit lors d'une réunion stratégique. Le PDG proposait un nouveau positionnement marketing que Sylvie trouvait éthiquement discutable. L'entreprise voulait cibler les adolescentes avec des produits anti-âge, jouant sur leurs insécurités pour augmenter les ventes. Intérieurement, Sylvie était révoltée. Cette approche allait à l'encontre de toutes ses valeurs personnelles. Mais comme d'habitude, Sylvie a souri et approuvé. Après la réunion, elle s'est enfermée dans son bureau et a pleuré. Elle s'est rendue compte qu'elle était devenue complice de quelque chose qui la dégoûtait, simplement parce qu'elle n'arrivait plus à exprimer ses vraies opinions. Cette crise a poussé Sylvie vers la psychologie jungienne. Elle a découvert le concept de persona, ce masque social que nous portons pour nous adapter aux attentes des autres. Jung expliquait que la persona est nécessaire dans la première partie de la vie pour s'intégrer socialement, mais qu'elle devient toxique si nous nous identifions complètement à elle. Jung distinguait la persona du soi authentique. La persona répond à la question « Que dois-je être pour être accepté ?» Le soi répond à la question « Qui suis-je vraiment ?» Le processus d'individuation consiste à progressivement lâcher la persona pour révéler le soi. Sylvie a commencé un travail thérapeutique pour redécouvrir qui elle était sous ses masques. Elle a réalisé qu'elle avait des opinions fortes, des valeurs claires, une sensibilité particulière qu'elle avait cachée pendant des années. Elle était naturellement idéaliste, créative, sensible à l'injustice. Toutes ces qualités, elle les avait réprimées parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image de la femme d'affaires impitoyable qu'elle croyait devoir incarner. La transformation de Sylvie ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle a commencé par de petits actes d'authenticité. En réunion, au lieu de toujours acquiescer, elle a commencé à dire « J'ai une perspective différente sur ce point ». Avec ses collègues, au lieu de faire semblant d'aimer le dernier restaurant à la mode, elle a avoué préférer les petits bistrots familiaux. Ces petits actes d'authenticité ont eu un effet surprenant. Loin d'être rejetée, Sylvie a découvert que les gens l'appréciaient davantage. Ses collègues lui ont dit qu'ils la trouvaient plus vraie, plus humaine. Ses clients appréciaient sa sincérité après des années de relations superficielles. Encouragée par ces réactions, Sylvie a osé révéler des aspects plus profonds de sa personnalité. Elle a parlé de sa passion pour la peinture, qu'elle pratiquait en secret depuis des années. Elle a exprimé ses préoccupations environnementales, qu'elle taisait de peur de paraître trop militante. Elle a même partagé ses moments de doute et de vulnérabilité, qu'elle cachait derrière son masque de superwoman. Le test ultime est arrivé lors d'une nouvelle réunion sur la stratégie marketing controversée. Cette fois, au lieu de se taire, Sylvie a pris la parole. Je comprends l'intérêt commercial de cette approche, mais j'ai des préoccupations éthiques. Cibler les adolescentes avec des produits anti-âge me semble problématique. Et si nous explorions une approche qui valorise la beauté naturelle à tous les âges, le silence qui a suivi sa déclaration lui a fait craindre le pire. Puis le PDG a dit « C'est exactement le genre de questionnement dont nous avons besoin. Développez votre idée. » Sylvie a proposé une campagne révolutionnaire qui a finalement remporté un prix international et augmenté les ventes de 30%. Cette expérience a appris à Sylvie que l'authenticité n'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique.
Dans un monde saturé de faux semblants, l'authenticité devient un avantage concurrentiel. Les gens sont affamés de relations vraies, de personnes qui osent être elles-mêmes. Jung identifiait 4 dimensions de l'authenticité. L'authenticité émotionnelle, reconnaître et exprimer ses vraies émotions plutôt que celles qu'on croit attendues. L'authenticité intellectuelle, penser par soi-même plutôt que de répéter les opinions à la mode. L'authenticité relationnelle, être la même personne avec tout le monde plutôt que d'adapter constamment sa personnalité. L'authenticité existentielle, vivre selon ses vraies valeurs plutôt que selon les valeurs imposées par la société. Sylvie a découvert que l'authenticité nécessite courage et discernement. Courage pour oser être différent, discernement pour savoir quand et comment révéler sa vraie nature. Jung ne prônait pas l'authenticité brutale qui blesse les autres, mais l'authenticité bienveillante qui révèle notre humanité commune. La transformation la plus profonde s'est produite dans l'estime que Sylvie avait d'elle-même. Quand elle portait des masques, elle se sentait vide, fatiguée, déconnectée. En devenant authentique, elle a retrouvé son énergie, sa créativité, sa joie de vivre. Elle s'est mise à respecter la femme qu'elle voyait dans le miroir. Et ce respect s'est naturellement communiqué aux autres. Jung disait « Ne vous expliquez jamais à personne, car la personne qui vous aime n'en a pas besoin, et la personne qui ne vous aime pas ne le croira pas. » Sylvie a appris à ne plus se justifier constamment, à assumer ses choix, ses goûts, ses opinions. Cette assurance tranquille génère un respect profond et durable. Voici un exercice pratique pour commencer votre propre voyage vers l'authenticité. Cette semaine, identifiez 3 situations où vous portez un masque social. Pour chacune, demandez-vous: si j'étais complètement authentique dans cette situation, que ferais-je différemment? Puis choisissez une petite action authentique que vous pouvez poser sans grand risque. Observez les réactions des autres et surtout, observez comment vous vous sentez quand vous êtes vraiment vous-même. Conclusion approfondie et plan d'action, 7 minutes. Mes amis de 40 ans et plus, nous voici arrivés au terme de notre voyage dans les profondeurs de la psyché humaine et les 7 habitudes jungiennes du respect social. Mais un voyage vers l'authenticité et le respect ne se termine jamais vraiment. Il se transforme en art de vivre quotidien. Récapitulons ces 7 clés de transformation que nous avons explorées ensemble. Première habitude, l'écoute active consciente. Vous avez appris à écouter non seulement les mots, mais l'âme de votre interlocuteur, créant ainsi des connexions profondes qui génèrent respect et confiance mutuelle. Deuxième habitude, la maîtrise de l'ombre émotionnelle. Vous avez découvert comment transformer vos émotions difficiles en source de sagesse et de leadership, cessant de les subir pour commencer à les diriger consciemment. Troisième habitude, l'art des questions ouvertes profondes. Vous avez compris que poser les bonnes questions révèle le potentiel des autres et vous positionne comme un guide bienveillant plutôt que comme un donneur de leçons. Quatrième habitude, la fixation de limites conscientes. Vous avez appris que dire non avec bienveillance, mais fermeté génère plus de respect que de dire oui à tout, par faiblesse ou par peur du rejet. Cinquième habitude, la concentration sur l'amélioration personnelle. Vous avez découvert que montrer votre croissance continue inspire plus de respect que de prétendre tout savoir. Sixième habitude, l'acceptation de la réalité avec sagesse. Vous avez compris comment transformer les épreuves en opportunités, générant admiration et respect par votre capacité de résilience créatrice. Septième habitude, l'authenticité sans masque.
vous avez appris à révéler progressivement votre vraie nature, découvrant que l'authenticité bienveillante attire naturellement le respect authentique. Jung nous le rappelle dans une formule qui résume tout notre parcours. La vie commence vraiment à 40 ans, et jusqu'à ce moment-là, on ne fait que de la recherche. Nous avons fini nos recherches, mes amis. Il est temps de passer à l'expérimentation consciente et joyeuse, mais attention à ne pas tomber dans le piège du perfectionnisme. Jung nous met en garde. L'homme ne peut supporter une vie dénuée de sens. Le sens ne vient pas de la perfection, mais de la progression consciente. Chaque petit pas vers plus d'authenticité, chaque moment d'écoute véritable, chaque limite posée avec bienveillance, contribue à construire le respect que vous méritez. Voici votre plan d'action pour les 3 prochains mois, inspiré de la méthode jungienne d'individuation progressive. Mois 1. Choisissez une seule habitude parmi les 7, celle qui résonne le plus fortement avec votre situation actuelle. Pratiquez-la consciemment chaque jour, même de façon minime. Tenez un journal quotidien de vos observations. Comment cette pratique change-t-elle vos interactions? Comment les autres réagissent-ils différemment? Comment vous sentez-vous en la pratiquant? Mois 2. Ajoutez une deuxième habitude à votre pratique, mais continuez la première. Observez comment ces 2 habitudes se renforcent mutuellement. Jung expliquait que la psyché est un système. Chaque changement dans une partie influence l'ensemble. Mois 3. Intégrez une 3e habitude tout en maintenant les 2 premières. À ce stade, vous devriez commencer à percevoir une transformation profonde dans la façon dont vous êtes perçu et respecté par votre entourage. Mais souvenez-vous de cette vérité fondamentale. Le respect authentique ne peut pas être forcé ou manipulé, il ne peut être qu'attiré par votre authenticité croissante. Chaque fois que vous pratiquez une de ces habitudes avec une intention pure, sans agenda caché, vous envoyez un signal inconscient puissant. Je me respecte assez pour être vrai, je vous respecte assez pour être authentique avec vous. Jung nous enseigne que nous attirons dans nos vies les personnes et les situations qui correspondent à notre niveau de conscience. En développant ces 7 habitudes, vous élèverez votre niveau de conscience relationnelle, attirant naturellement des relations plus respectueuses et plus enrichissantes. N'oubliez jamais cette vérité que nous avons explorée ensemble. Derrière chaque personne forte se cache une histoire qui ne lui a pas laissé le choix. Votre histoire, avec ses épreuves et ses apprentissages, vous a mené jusqu'ici. Maintenant, vous avez le choix conscient d'écrire la suite avec ces 7 habitudes comme boussole. Le monde a besoin de votre sagesse acquise, de votre expérience vécue, de votre authenticité révélée. Il est temps de les offrir généreusement, avec la conscience profonde que vous méritez tout le respect que vous allez recevoir. Comme le disait Jung, dans une formule qui pourrait être votre devise, tant que vous n'aurez pas rendu votre inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Aujourd'hui, vous avez pris conscience. Demain, vous dirigez consciemment votre destin relationnel et social. Le respect social authentique n'est pas une destination finale, c'est un chemin de vie. Un chemin que nous parcourons chaque jour avec plus de conscience, plus de sagesse, plus d'authenticité. Chaque interaction devient une opportunité de pratiquer ces habitudes. Chaque relation devient un laboratoire de croissance mutuelle. Votre mission, si vous l'acceptez, est simple mais transformatrice. Devenez la personne que vous auriez aimé rencontrer quand vous en aviez le plus besoin. Pratiquez ces 7 habitudes, non pas pour obtenir le respect des autres, mais parce qu'elles vous rendent plus pleinement vous-même. Le respect des autres suivra naturellement, comme l'ombre suit celui qui marche vers la lumière. Jung nous laisse sur cette promesse magnifique.
Le privilège d'une vie est de devenir ce que l'on est vraiment. Ce privilège, mes amis, vous l'avez maintenant entre vos mains. Utilisez-le avec sagesse, générosité et joie. L'aventure de votre transformation consciente commence maintenant. Le monde vous attend, non pas comme vous étiez, mais comme vous choisissez de devenir.